Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour, chers pratiquants, pratiquantes, curieux, curieuses. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Kat, salut! Salut, Maggie! Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très, très bien. Je suis à l'extérieur, donc c'est sûr que ça va bien. Il fait tellement beau, là, le soleil sur les couleurs, là, avec l'air frais, c'est sublime. Ah oui, si les auditeurs se rappellent, étaient présents à la dernière émission, c'est moi qui courais les réseaux à l'extérieur dans ma caravane, mais cette fois-ci, c'est toi. Oui, c'est en plein ça, c'est en plein cela. C'est toute la beauté de la technologie, de pouvoir comme ça se promener, se croiser les doigts un peu pour avoir de l'Internet, mais c'est pas si difficile quand même. Non, ça va bien, ça va bien. Quand on n'est pas trop creux dans le bois, là, c'est assez plutôt facile, disons. Oui, quand même. Donc, on a un sujet des plus intéressants à parler aujourd'hui. À l'ère de la lumière artificielle, hein? Nous sommes, on parle de lumière artificielle jusque dans nos visages continuellement avec nos cellulaires. On est quand même contraint par nature à avoir de moins en moins de lumière naturelle à l'extérieur avec le retrait de la luminosité et l'automne. Et l'idée nous est venue d'aborder le sujet de l'ombre de manière culturelle d'une part, parce que nos ancêtres ont abordé l'ombre de manière et d'autre, certaines cultures aussi différemment, et de manière symbolique aussi, qui pourra faire germer en vous, on espère, des idées quant à votre pratique personnelle, pratique magique. De même, nous avons trouvé une plante bien particulière inspirée de ce sujet de l'ombre et que nous allons vous partager aussi un peu plus tard dans l'émission. Est-ce qu'on dit tout de suite ou on garde le suspense? Disons-le. Oui, je suis sûre que ça va attiser quand même votre curiosité parce que c'est pas une plante qui est parlée vraiment au niveau de la magie naturelle ou magiquement parlant tout court. Donc, on va parler du monotrope un peu plus tard. Hein? Plante qui grandit justement à l'ombre des arbres. Mais revenons à ce premier sujet qui a attisé nos passions lors de notre meeting 4. L'ombre, qui est entre la lumière et la noirceur totale, comme une transition entre les deux. C'est ça, cette part qui n'est pas dans l'extrême, qui pourrait même peut-être être un portal vers autre chose. On le verra un peu plus loin. Mais c'est ça ce qui m'a attirée en premier lieu quand je pense à l'ombre, c'est sa qualité de transition justement entre la lumière et la noirceur. Et toi, Kat, je pense que tu voulais aborder un peu l'ombre qui nous habite, car nous avons tous une part d'ombre en nous. Ok, oui, parce que on est comme beaucoup porté à la négliger et puis de la laisser justement dans l'ombre pour éviter qu'elle fasse surface ou d'en prendre conscience ou juste de faire comment je pourrais bien dire ça, un appel à cet état qu'on a en dedans de nous, qu'on traîne avec nous, mais que finalement, un jour, il faut s'en rendre compte. T'sais. Fait que ça fait partie de notre pouvoir personnel, puis on n'en parle jamais assez de notre ombre. Mm-hmm. C'est important, puis qui fait la personne qui on est finalement. Oui, l'ombre en nous aussi, c'est un peu, en fait, comment que je vois ça, c'est ce qu'on doit travailler. C'est où est-ce que ça fait mal un peu? Où est-ce que notre cœur se serre des fois dans certaines situations? Où est-ce que ça nous émeut?
ça nous fâche, ça nous fait réagir, cette part d'ombre. Ça peut être très interne, d'autres vont exploser, mais c'est comme mettre le doigt sur le bobo un peu. Hein? Ouais. Et oui, c'est cette part d'ombre que nous avons tous, parce que je pense que tout le monde en a une. Sinon, on ne serait pas ici, hein? On serait des êtres parfaits. Mais tout le monde, c'est ça, a à travailler ces parts-là au courant de leur vie. Sinon, je pense que ça vient nous gruger et nous amener vers un peu plus de noirceur au lieu de nous amener vers un état un peu plus lumineux. Et quand on dit lumineux, on ne dit pas aveuglant non plus. Hein? Non. Puis il faut que ce soit aussi dans l'aspect de l'équilibre, parce qu'elle est nécessaire, là, tu sais, c'est nécessaire d'avoir une ombre quand même. Je vais avoir une petite phrase qui va être intéressante à vous lire tantôt, que j'ai trouvé ça tellement beau. Ouais, je vous partagerai ça au cours de l'heure. Oui, je pense que on peut travailler l'ombre sans nécessairement sans que ça soit négatif aussi. Moi, personnellement, des fois, j'ai l'impression d'avoir envie de me défouler, de crier, de me sentir sauvage un peu. Tu sais, quand on fait toujours, tu sais, certains d'entre nous sommes des piliers dans un couple, dans une famille, auprès de personnes un peu plus démunies qui ont besoin d'aide, ou même nous envers nous, même la dame ou le monsieur qui a 20 chats, hein, se retrouve à s'occuper de tous ces chats-là. J'essaie de voir un peu toute la panoplie, mais c'est ça, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver avec beaucoup de charges sur nous dans le désir d'aider, mais aussi de cultiver ce côté-là très lumineux, hein, d'aider son prochain. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on a besoin d'aller rééquilibrer ça. Puis ça n'a pas besoin d'être négatif, hein? C'est pas besoin d'aller dans des gros extrêmes, mais moi, personnellement, aller écouter, aller voir un show de musique très énergétique, disons-le, à certains... c'est à la hauteur de chacun comment il voit ça, là, mais puis danser rageusement pour se défouler, pour faire sortir le méchant. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, soit en sortie avec d'autres personnes. On est comme un trio de filles, des fois qu'on sort sans nos chums, puis on s'en va danser comme des folles jusqu'à temps d'être épuisé. Ou des fois, je le fais tout simplement à la maison. Je mets de la musique très forte, de la musique on pourrait dire ça en bon québécois, hein, qui trash. Et ça fait du bien après ça quand on s'en va se coucher complètement fatigué à 3-4 heures du matin, hein, vie un peu une nuit d'ado un peu. Moi, ça me fait du bien. Puis on dirait que ça vient rééquilibrer ça, ce côté très sage que je peux avoir avec les enfants, tu sais, à faire la grande personne 24 heures sur 24. Est-ce que tu as des moments que tu ressens ça, toi aussi, Kat? Ben oui, mais tu sais, ça peut être exprimé différemment, hein. Il y en a qui expriment ça avec beaucoup de sport, la course, de se défoncer, à vouloir courir, puis encore plus courir pour que ça fasse un bien fou. Il y en a que c'est ça, leur ombre, tu sais, d'aller courir pour aller défouler, comme on dit ça ici. Oui. Il y en a que c'est l'art aussi, tu sais. Il y en a que c'est la musique. Il y en a que ça peut être aller marcher. Il y en a que ça peut être crier. Il y en a que ça peut être... Mais moi, là, personnellement, ce que je me faisais du bien dans les années antérieures, c'était de créer la nuit pendant que tout le monde dort. Oui. Ouais, pendant que tout le monde est couché, moi je me prenais du café la nuit, je faisais exprès pour me tenir à l'affût, puis d'aller voir là les choses qui me dérangeaient, puis je le mettais sur du dessin, je pouvais sculpter souvent la terre, l'argile, je mettais ça dans ça pour pouvoir le lendemain que ça me fasse que je sente les bienfaits de ça, de pouvoir l'avoir mis tout ça dans une matière. Donc ça, c'est ma part d'ombre qui, quand je suis vraiment
dedans, là, puis que je la vois me suivre, là, puis que je fais juste tourner un petit peu l'œil en arrière de mon épaule, puis que je vois qu'elle me suit, puis qu'elle me lâche pas, ben dans ce temps-là, je la dépose dans du brut, puis dans de la matière. Fait que ça, moi, ça me fait du bien. Ben, Ou dans tu l'eau. vois, oui. Dans l'eau, Ouais. Ou aller dans l'eau, me pitcher aller dans une nager. rivière. Ouais. Ah oui. Oui. Puis tu touches quelque chose d'intéressant par rapport à l'ombre, parce que l'ombre, c'est comme mettons qu'on dirait que c'est un élément, là. Tu sais, l'élément lumineux, tu as la noirceur. L'ombre, c'est relié à l'imagination. Si tu me laisses nous faire voyager un petit peu au Japon, il y a un type de théâtre qui s'appelle le théâtre No. Je regardais un petit vidéo hier qui expliquait c'était quoi ce théâtre-là parce que ça a un lien avec l'ombre. C'est un des plus anciennes techniques théâtrales, on pourrait dire, art théâtral, qui se fait encore aujourd'hui. C'est le plus ancien. Ça fait 700 ans que c'est porté encore, mais c'est pas très loin de la disparition, mais il y a encore des passionnés de ce théâtre-là. Et il parlait justement de ça, que ça avait un côté, c'était très proche de l'imagination. Et le théâtre No en tant que tel, c'est des personnages qui sont morts et qui sont interprétés. La personne, celui qui personnifie le personnage, il y en a plusieurs. Je pense que celui qui en parlait, il y avait comme 138 personnages. Il va faire un masque, il va porter un masque qui a été fait à la main. Et donc, c'est une personne décédée. Et il y a tout un aspect très spirituel et symbolique sur la manière que l'espace théâtral est fait. Et c'est fait, la manière que c'est fait, il n'y a pas de lumière artificielle. Tu sais, c'est vraiment très établi. Où est-ce que la personne va entrer? C'est une espèce de couloir qui représente le pont entre le monde des morts et des vivants. Donc, la personne vient sur la place théâtrale dans le monde des vivants, puis repart ensuite par ce pont-là. Et il y a comme... fait que c'est sombre déjà parce qu'il y a un toit, hein, c'est pas à air ouverte. Et tout autour, ils mettent des pierres blanches qui vont refléter la lumière naturelle, donc qui fait que ça éclaircit. Mais c'est ça, tu as comme tout un aspect très, très... comment je pourrais dire, très sensible sur l'aspect lumineux, puis la manière qu'ils sont habillés et tout ça. Et c'est ça, donc ils sont pas, il n'y a pas de... Traditionnellement, c'était des lampes ou des chandelles qui illuminaient, ou sinon, quand c'était fait dans le jour, ben, tu avais, c'est ça, la réverbération sur des pierres blanches qui sont traditionnellement mises tout autour de l'espace théâtral. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant, cet aspect-là d'entre les mondes, parce que c'est un peu là que je voyais l'ombre. Puis je trouvais ça, en tout cas, je suis en train de lire un livre sur le Japon qui parle de l'ombre, justement, et de cet aspect très, très, très sensible de l'ombre dans les habitations, dans la vie de tous les jours. Puis bon, on parle du Japon, mais c'est comme ça dans beaucoup de civilisations, dans le sens que l'électricité, c'est très récent, n'est-ce pas? Puis, donc, on avait un rapport très, très mystique et très, très proche de l'ombre. C'est là aussi qu'on peut s'imaginer toutes les créatures qui vivent dans la noirceur quand on voit l'ombre arriver, la fin de journée, le changement entre le jour et la nuit aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'heure bleue? Non. Qu'est-ce? C'est l'heure, c'est le temps entre le jour et la nuit. À un moment donné, on dirait que tout devient bleu avant que ça devienne noir. Oui, ok, oui.
Ouais, Oui, c'est vraiment comme un espace de transition. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un temps, puis c'est là où c'est que les animaux qui sont de jour s'en vont se coucher, puis que les nocturnes se lèvent. Donc, c'est une transition naturelle, pas juste de la lumière, mais au niveau de la faune aussi. Donc, je trouve que c'est un espace intéressant à travailler au oui, puis niveau magique. il y a aussi, sans t'interrompre, Maggie, là, mais j'ai déjà entendu aussi, je crois que j'ai déjà entendu l'or bleu dans le sens où ce que justement, la transition quand les fleurs, avant que le soleil se couche, juste quand cette heure-là arrive entre la lumière et le soir, où ce que les fleurs dégagent tout leur arôme puis leur magie. Comme on pourrait voir ça comme une petite explosion de brume, là, tu sais. Il y a Mmh. certaines fleurs qui font ça aussi, juste entre les deux, entre le jour et la nuit. Fait que ça doit être un peu comme l'heure bleue, là, tu sais. Moi, c'est ce que ça me parle, là. Quand tu me racontes ça, là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ce moment-là. Ah, ben c'est encore plus magique. Oui, vraiment. Puis, tu sais que je voulais te dire aussi que, tu sais, tantôt, tu parlais pour les Japonais. C'est ça, les Japonais, les Oui. Asiatiques qui faisaient du théâtre avec de l'ombre. Moi, j'ai un petit quelque chose à lire, puis je trouve ça tellement beau que j'aimerais ça le mettre avec ça, parce que je trouve que ça vient rechercher un petit peu ce que tu parlais. Parce que ce que ça dit, c'est l'ombre est un mystère vivant. Vivant parce que seuls les morts n'ont plus d'ombre. Mystère parce que cet étrange double de nous-mêmes s'attache à nos pas et nous échappe en même temps. Hmm. Ouais. Ah oui, ça nous fait penser à Peter Pan. Ah oui, un petit peu. Ouais. Je trouvais ça vraiment beau parce que effectivement, tu sais, c'est sous-entendu, puis on n'en parle pas beaucoup de notre ombre, mais finalement, elle nous suit partout. Oui. Est-ce que tu y verrais, quel symbolique tu verrais, ça me pop comme ça, justement, en parlant de Peter Pan, le fait qu'il cherche ou qu'il n'arrive pas à garder son ombre, qu'il doit toujours la chercher. À quoi ça ferait référence, tu penses? Hmm, aucune idée. C'est Je quoi me dis, parce que, ben, en fait, c'est une question qui pointe comme ça avec ce que tu viens de dire. Puis, ben, je me dis, écoute, être à la recherche de son ombre, tu sais, en fait, il habite au pays imaginaire. Puis le fait que son ombre reste pas, je me dis, c'est justement probablement parce que c'est un être qui se retrouve à être capable de voyager entre les mondes. Ouais, ok, oui, je comprends, là, ok. Ouais. Ouais, ben là, je te dis ça brûle pour point et je réfléchis en même temps que toi. Ouais, mais On réfléchit tout haut, là. oui, Ok, ouais, je me dis, c'est ça, vu que c'est comme une espèce d'état de transition et que l'ombre est reliée à l'imagination puis qu'il habite au pays imaginaire, c'est comme le chef, tu sais. Fait que, ouais, le fait que son ombre reste pas, qu'elle soit vagabonde, que, tu sais, c'est comme un peu je sais pas si on pourrait relier ça quasiment au corps astral. Tu sais, du fait aussi que quand on dort, tu sais, on dort sur notre ombre. Euh, veux pas. Tu sais, il y a comme plein de choses comme ça là, qui fleurissent là, dans mon cerveau mycorhizien. Là. oui, parce que c'est symbolique, là, dans le sens qu'on peut se servir de l'ombre pour toutes sortes d'aspects, là, tu sais. Mhm. Oui, on peut dormir sur notre ombre, mais en même temps, c'est l'absence de lumière aussi, là, tu sais. Fait que l'ombre est partout, là, tu sais, quand on voit des fois dans des films ou ben dans des bandes dessinées un petit peu plus étranges, que les ombres, quand les personnages se couchent dans leur lit, puis que les ombres, là, tu les vois, ils montent au plafond, puis on les voit au plafond, tu sais, puis pourtant, il n'y a pas de lumière, tu sais. Fait que c'est une façon imaginaire, oui, de se projeter dans l'ombre de ce que l'on est.
Oui, c'est ça. Dans cette espèce d'état transitoire. Puis aussi du fait, tu sais, quand on parle justement de quand on va se coucher, quand on se retrouve proche du sommeil, il y en a qui vont, il y a des créateurs, des inventeurs. Alors, le nom m'échappe, là, mais ça se rappelle à moi. Il y a des personnes qui vont faire, le monsieur, lui, il avait une balle de métal dans sa main. Puis il faisait une sieste à tous les jours. Puis au moment de sa sieste, il tenait sa balle de métal. Admettons, tu dors sur ton divan, puis tu tiens ta balle de métal comme au-dessus du sol. Et quand il s'endormait, il échappait sa boule de métal par terre, puis ça le réveillait. Et ça le... ouais, puis ça... Donc, il se gardait comme ça dans un espèce d'état de transition où est-ce qu'il se retrouvait à pouvoir capter l'espèce de monde imaginaire. Ça n'a pas nécessairement lien avec l'ombre, là, mais tu sais, on parle du dormir, puis je pense que c'est voisin un peu, là, c'est avec l'ombre, dans le sens que c'est un état transitoire. Puis c'est ça, fait qu'il était capable, cet inventeur-là, c'est là qu'il y avait souvent des super de bonnes idées, comme s'il se retrouvait à capter entre les deux mondes, tu sais, ce qui pouvait se révéler à lui ailleurs que dans le monde matériel. Ouais, ouais. Toi, c'est comme un peu quand on se couche pour faire une sieste, justement, puis que on transite vers une espèce d'état vaporeux là, avant de s'endormir. Il y a comme une petite phase là, fait que cet instant-là, il captait cet instant-là en se faisant réveiller finalement, fait qu'il restait dans l'état un peu flou et vaporeuse de la chose. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il il ramassait sa balle, puis il se recouchait. Tu sais, des fois, on se sent comme un peu... Tu sais, quand tu commences à dormir, fait que quand on te réveille, tu te réveilles, mais tu n'es pas capable de te réveiller complètement, là. Oui. C'est comme, tu sais, on a tous vécu un peu cette espèce d'état-là. Fait qu'il était juste capable d'aller comme rechercher sa balle, puis il se rendormait, puis la balle, elle retombait, veut pas, fait qu'il restait dans cet état-là... dans ces espèces d'état dans cette vibration-là un peu pendant un certain temps là, pour alimenter ses idées et capter ce qui pouvait venir d'ailleurs. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant comme idée. Ouais, ben, faut être moyennement fatigué pour faire ça plusieurs reprises. Oui, j'imagine. Il faut être convaincu aussi. Puis c'est ça, mais en tout cas, ça fonctionnait pour lui. Pour en avoir parlé, en tout cas, ça s'est rendu jusqu'à nous, cette type d'idée-là. On parlait c'est ça, du théâtre Renaud, mais en Chine, ils ont vraiment développé le théâtre d'ombre, hein, qui va être projeté sur un drap, un tissu blanc, avec la lumière qui se projette par en arrière. Puis on va pouvoir raconter justement avec des personnages colorés et tout ça fait de papier. Comme ça, on peut voir la couleur un peu comme qui va être semi-transparente. Puis ça nous rappelle encore cet état-là un peu d'entre-monde, hein, où est-ce que ça devient fantastique, tout devient possible. Puis c'est un travail intéressant de l'ombre aussi. En voyant ça, je me disais, il faudrait tellement que je fasse ça avec les enfants, tu sais. Oui, vraiment. Oui, je trouve que c'est des choses intéressantes à se rappeler sur l'ombre, qui peut nous donner des idées, je pense aussi. Tu sais, le fait de projeter, tu sais, quand on travaille une chandelle, puis qu'on la laisse, tu sais, qu'on l'allume puis qu'il n'y a rien d'autre, est-ce qu'il y a des effets d'ombre qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait trouver un papier symbolique par lequel, tu sais, cette flamme-là pourrait être plus diaphane, puis tenter de faire des symboles, des signes avec les mains ou des trucs comme ça. Ça m'envoie vers plein d'idées un peu artistiques où est-ce qu'on peut travailler certaines choses, ou même du fait de danser devant comme un mur, un espace où est-ce qu'on voit, où est-ce que, tu sais, clairement, on voit bien notre ombre quand on danse devant la flamme ou qu'on fait certains mouvements.
Tu sais, si on se rappelle, comme par exemple, ben, tu sais, on a des positions de yoga, mais j'avais déjà lu qu'au niveau des runes, pour ceux qui connaissent la magie nordique et le futark, il y en a qui vont faire les symboles de runes avec le corps au complet. Donc, on se met dans une position qui représente une rune. Puis, je me disais, avec l'effet d'ombre, hein, ça fait comme je trouvais que ça faisait justement comme si on projetait l'effet de projection avec l'ombre, tu sais, avec notre corps, puis le feu. En tout cas, je trouve qu'il y a comme quelque chose à travailler là. Et je dis feu, mais il y a justement au niveau de l'élément feu et de l'ombre, hein, c'est quelque chose que je pense, ben, c'est grâce au feu, la nuit, qu'on peut voir des ombres, qui vont nous faire imaginer des monstres, des créatures, hein, qui vont émerger de la noirceur. Et, souvent, quand on est gardien de notre tribu, ben, c'est pas près du feu qu'on se tient parce que le feu est aveuglant. Quand on veut surveiller, on va se mettre dos au feu parce que notre vision prend un certain temps à s'habituer entre le noir et le clair. Hein. C'est comme quand dans une journée ensoleillée, on est tous dehors et là, on veut aller à la salle de bain. On rentre à l'intérieur de la maison et mon Dieu, on voit plus rien. Hein, parce on s'en aperçoit plus, mais on a été éblouis. Donc, ça prend un certain temps que nos yeux s'habituent. Donc, c'est un peu ce principe-là qu'on essaye d'éviter quand on surveille, hein, de ne pas regarder directement le feu. C'est ça, pour les tribus anciennes. Si on avait envie des fois de regarder le feu comme la télévision primitive, mais si on voulait garder notre famille, notre tribu, être gardien, il fallait pas justement regarder le feu, il fallait se mettre à dos au feu, justement, ou aller plus loin, se balader, mais en même temps, on avait peur à cause de toutes ces créatures, la noirceur. Puis aussi, par rapport au feu, l'espèce d'effet tamisé, hein, ombragé, l'effet d'ombre qu'on voit et tout ça, c'est quelque chose qui s'imprègne et j'avais déjà entendu parler que ça faisait une différence dans notre état psychologique au niveau de notre chimie de cerveau. Le fait de rester une dizaine de minutes à la lueur de chandelle ou d'un feu va nous rendre plus comment je dirais ça, plus sensible à l'autre monde. Donc, quand on veut, admettons, faire de la divination ou, comme là, on est en octobre, donc avoir une communication avec nos ancêtres, ce genre de choses-là, faire une préparation pré-rituelle qui est d'éviter la lumière électrique et de juste allumer des chandelles pour justement aller chercher ce changement chimique dans notre cerveau, de nous rendre plus réceptifs, en fait, c'est le mot que je cherchais. C'est comme un acte pré-rituel très important à faire. Personnellement, c'est ce que je fais toujours avant de faire un rite ou un travail dans ce sens-là, autre que solaire. Ça va être d'éteindre toute lumière électrique et de rester à la lumière des chandelles et du feu pour atteindre cet état-là qui nous rend plus sensibles à l'autre monde. Donc, petite suggestion en ce mois d'octobre. Oui, c'est vraiment une très bonne idée parce qu'on est vraiment bien dans cet état-là aussi à la lueur d'une chandelle. Hein. Ça nous détend. Moi, en tout cas, ça me détend. Je trouve aussi que ça nous amène aussi à s'habituer à notre environnement. Ce qu'on fait rarement parce qu'on est tellement embourbé puis on va tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent dans une journée qu'on n'a plus nécessairement la conscience de notre environnement. Donc, tu sais, de savoir aussi qu'il y a de l'énergie autour là, qui se passe. Là. Fait que c'est bien
de se détendre avec la lueur d'une chandelle, puis aussi de la regarder vaciller, puis qui va faire aussi des formes un petit peu sur les objets autour ou sur les murs. C'est assez... c'est assez bon, je dirais, pour détendre l'esprit, surtout avant un rite et avant une connexion. Oui. Je pense que ça nous fait voir notre environnement de vie d'une autre manière aussi. Oui. J'en reviens au japonais parce que c'est ça. En fait, je vais vous nommer le livre que je suis en train de lire. Ça pourrait vous interpeller peut-être. Ça s'appelle Éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki. Et c'est une de ses œuvres qui est le plus reconnue. Et il parle pas, je suis pas à la fin, mais j'ai presque terminé. Il parle pas de l'ombre comme quelque chose au niveau spirituel et occulte. Il en parle, ça transparaît légèrement au travers de ça, mais c'est peut-être, on pourrait peut-être appeler ça plus poétique, mais il va aborder l'ombre au niveau de l'architecture, au niveau de comment les bâtiments, les maisons sont construites au Japon. Et c'est ça, toutes les petites, des petites choses de la vie quotidienne, pourquoi que l'ombre était important et comment l'art japonais, sous tous ses aspects, avait, selon lui, amadoué l'ombre, travaillé avec l'ombre au lieu de la lumière. Donc, ce qui fait que des fois, il trouve qu'il y a une dichotomie avec la lumière électrique, qui illumine absolument tout et qui va, par sa lumière, cacher la beauté un peu des arts japonais. Parce que les arts japonais auraient été, de ce qu'il dit, je trouve que ça fait sens. Les arts japonais comme les meubles, comment ils sont faits, sont très brillants, laqués avec des feuilles d'or dedans, une certaine brillance. Pourquoi qu'ils aimaient beaucoup l'or à comparer de d'autres métaux précieux? Et c'est ça, selon lui, c'est que tout était considéré, tout était fabriqué en considérant l'ombre. Aujourd'hui, si nos maisons n'auraient pas d'électricité, souvent elles seraient quand même sombres, même si on recherche maintenant la luminosité à travers les fenêtres, mais il fut un temps où est-ce qu'on n'avait pas de fenêtre, parce qu'une fenêtre signifiait beaucoup plus froid dans la maison. Donc, nos habitations étaient beaucoup plus sombres que maintenant. Et donc, les choses étaient créées, pensées, pas nécessairement consciemment au niveau de l'ombre, mais on voulait que les choses soient vues d'une certaine manière. Et même quand il faisait plein jour, c'était quand même ombreux, si je peux dire comme ça. C'était quand même pas très lumineux dans les habitations. Et donc, selon lui, les Japonais sont arrivés avec une belle finesse. Il parlait justement, j'ai toujours trouvé ça très beau, mais un peu étrange. Tu sais, les meubles laqués, très brillants, souvent noirs, ou très foncés ou très rouges, avec des imageries dorées sur les meubles japonais. Il disait, tu sais, aller dans une maison traditionnelle comme ça, avec ce genre de meubles-là, et soyez ayez comme seule lumière des chandelles ou des lampes à pétrole, ce genre de choses-là, ou des lanternes, et vous allez voir une autre dimension de ces meubles-là, où est-ce qu'on dirait que le héron, le guerrier samouraï, on dirait qu'il prend vie avec ce type de lumière, et on perd toute cette beauté, ce côté étrange et fabuleux. Avec la lumière électrique qui illumine complètement tout. Et je trouvais ça très beau de réaliser cette finesse-là qu'on peut avoir et qu'on oublie aujourd'hui en étant si illuminé, en oubliant, c'est comme dès qu'il fait sombre, on allume les lumières et on éteint tout ça quand on va dormir. Il y a comme, on vit plus tant la transition. Si on ne s'y attarde pas, on a tendance à ne plus vivre cette transition-là. Puis je pense que l'automne, le mois d'octobre, c'est un appel justement à
à reprendre contact avec ces états de transition-là, dont l'ombre fait partie. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.